Comment passer de la compréhension d'un insight à l'action? Comment alimenter les bons KPI avec les données clients? Bienvenue dans De l'écoute client à l'impact business, le podcast qui vous guide au cœur de la connaissance client pour transformer vos décisions business. Alors ici, on décortique la mise en place d'une recherche structurée, on met en lumière les KPI qui comptent et on partage des exemples concrets issus de différents types d'organisations. Que vous soyez product designer, marketeur, responsable expérience client ou responsable communication, eh bien ce podcast vous donne les clés pour faire parler les données et générer un vrai impact. Prêt à faire le saut? C'est parti. Dans ce troisième épisode du podcast de l'écoute client à l'impact business, j'ai eu le plaisir d'interviewer Émilie Larose, ancienne Head of UX Research, Client Insight and Design Vision chez SNCF Connect. Dans cet épisode, Émilie vous dira comment SNCF Connect a fait évoluer ses pratiques en termes de connaissances clients afin de mieux diffuser la bonne info au bon service. Ou clairement, le désilotage, un challenge classique pour un grand groupe, était un enjeu fort. Elle vous dira également comment l'entreprise définit la fiabilité des données collectées afin de mieux nourrir les personas qui sont diffusés à toutes les équipes. Elle vous partagera aussi sa vision des défis à venir, notamment sur la mutualisation des connaissances, sur le besoin de définir des référentiels communs à toutes les équipes et l'extension de l'impact de la research à d'autres KPI que ceux purement CX. Bonjour Émilie Larose, merci d'être sur ce podcast aujourd'hui. Bonjour Nabil, merci. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Avec plaisir. Donc, moi, je travaille dans le milieu du design depuis une quinzaine d'années, avec une casquette très research, en effet, puisque je viens du monde de l'ergonomie. Et donc, je suis passée par différents types d'entreprises, différentes structures de différentes tailles, aussi bien le monde de l'agence que de l'ESN ou côté annonceur, pour aujourd'hui travailler dans une société de conseil en tant que Head of Design. D'accord, très bien. Et alors je sais que tu donneras différents exemples. Il y en a une sur laquelle je voulais m'attarder parce que j'ai commencé à bosser dans ce milieu-là en même temps que cette entreprise a été créée, qui s'appelait voyagesncf.com à l'époque. Donc en 2001, je faisais plein de tests pour eux. Donc je vois bien à l'époque, je me souviens de comment c'était l'agilité, des user tests, comment c'était implémenté, qu'on devait donner des insights devant 15 personnes qui allaient tout de suite après modifier le code. Depuis, ça a évolué, évidemment, j'imagine. Si on parle de SNCF Connect, de cette organisation dans laquelle que tu connais bien, quelle était, en tout cas du temps où tu étais, quelle était la place dans la connaissance client, à quel point ça fait partie de la culture de cette entreprise, comment c'est organisé? Alors, ça a toujours eu une place très importante, la connaissance client, parce qu'évidemment, c'est une entreprise qui s'adresse à tous les Français. Et donc, c'est aussi le cœur du business. Donc, la culture client est très présente au sein de cette organisation. À l'époque où j'y étais, la connaissance client, comme dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, je pense, était éclatée dans différentes directions au sein de l'entreprise. On avait évidemment l'équipe UX Research qui produisait beaucoup de connaissances clients au sein de la direction expérience, donc plutôt côté produit et tech. Mais on avait aussi dans la direction marketing des équipes Insight qui elles-mêmes allaient chercher des éléments par le biais d'études menées par des agences, par exemple. Il y avait évidemment la data, l'équipe data qui produisait aussi quelque part de la connaissance client. Et puis, ce qui s'appelait à l'époque où j'y étais, la direction client, qui, elle, gérait le service client et qui, quelque part, faisait aussi une forme de UX Research parce qu'ils organisaient des focus group avec des clients pour aussi comprendre quels étaient les pain points, les comportements et les problématiques ressenties par les clients. Donc finalement, beaucoup d'équipes dispersées au sein de l'entreprise, mais aussi une grande conscience que aucune équipe centralisait toute cette connaissance. Donc c'est un petit peu le rôle qu'on a voulu prendre au sein de la research en créant des comités de connaissances clients pour se réunir
régulièrement et partager la connaissance client justement issue des différentes directions. D'accord. Et donc il y avait un représentant de chaque direction avec des revues mensuelles peut-être. Comment c'était organisé? Oui, exactement. C'est ça, un représentant par direction. Ce qui permettait aussi de découvrir un petit peu les sujets sur lesquels les différentes équipes travaillaient. Et puis, nous, par exemple, c'était le moment d'annoncer les tests qu'on avait prévus sur tel sujet et d'inviter les différents participants à venir écouter. Nous, à l'inverse, ça nous permettait d'aller aussi assister au focus group organisé par la direction client. Et puis, il y avait aussi cette ambition qui avait été évoquée pendant les revues mensuelles, de créer, donc ça venait plutôt de l'UX Research, un repository qui centraliserait justement toute cette connaissance et qui organiserait un petit peu les insights. D'accord. Alors, que je comprenne bien, en effet, vous étiez à l'initiative de certaines études de cette démarche-là, et les autres services faisaient des choses dans leur coin, ou est-ce qu'ils étaient commanditaires auprès de vous aussi de compléments d'informations par rapport à une donnée partielle qu'ils avaient peut-être besoin de compléter avec d'autres? Alors, comme dans beaucoup d'entreprises, on était... il y a de la politique, il y a forcément des services, des directions avec lesquelles tu t'entends mieux que d'autres. Hein. Donc humainement, c'est vrai que tu vas peut-être plus naturellement vers ceux que tu connais. L'équipe marketing qui était commanditaire d'études pour auprès de différentes agences nous sollicitait souvent pour briefer les agences. Et donc ça, c'était assez appréciable parce qu'on s'unissait pour aller chercher finalement à obtenir des réponses sur des sujets qui pouvaient nourrir à la fois le design, la tech, mais aussi d'autres directions comme la direction commerciale, par exemple. Ça, c'était quand vous faisiez appel à des prestataires extérieurs? Oui, exactement. Vous jouiez le rôle d'intermédiaire pour être sûr que le brief soit bien fait et que, en retour, les insights apportent des choses utiles à la direction marketing. Quoi. Oui, tout à fait. Il pouvait arriver aussi qu'on ait des budgets communs pour des études communes, qu'on utilise des budgets communs pour des outils. Donc là, c'était aussi le moyen de collaborer. La façon dont on avait aussi de collaborer et qui était très efficace, je trouve, pour l'équipe research, c'était de faire de l'écoute client parfois. Et ça, c'est quelque chose qu'on a renouvelé à plusieurs reprises parce que on pouvait donc se connecter au centre d'appel et écouter les clients faire des réclamations sans évidemment avoir la possibilité de parler, mais c'était toujours très riche parce qu'on entendait le client, en effet, souvent qui fait une réclamation, donc c'est entre guillemets le client malade, mais c'est quand même une source très intéressante, je trouve, de prendre la température client. Et puis en même temps, on écoutait les réponses du service client, qui étaient tout autant enrichissantes pour nous, parce qu'on pouvait identifier des sujets sur lesquels, sur l'aspect digital, les réponses n'étaient pas toujours celles qu'on aurait espérées. Donc c'était tout autant enrichissant pour nous. D'accord. Et est-ce que tu dis sur l'interne, en effet, c'est déjà arrivé que après ces écoutes-là, vous fassiez des recommandations pour le discours du support client envers les clients? Est-ce que ça va jusque-là ou pas? C'est pas arrivé, mais dans la logique, ça me paraît totalement efficace comme méthode. La particularité, c'est qu'on se trouvait à un moment un peu charnière, tu l'as dit tout à l'heure, mais on basculait vers SNCF Connect, on était sur la création d'un nouveau produit qui était nouveau aussi pour ces personnes du service client. Donc c'était particulier. Là où on a eu un vrai rôle à jouer, c'est lorsqu'on a été faire des immersions en gare et qu'on a observé à la fois les clients, mais aussi les contrôleurs de train, les agents sur les quais, qui eux avaient une connaissance assez réduite de notre produit. Et c'est là qu'on a identifié réellement le besoin d'aller les former au digital pour pouvoir répondre efficacement aux clients. La difficulté qu'on avait, c'est que les gens dans les trains et sur les quais ne sont pas de chez SNCF Connect. SNCF Connect est un distributeur, alors que ces gens-là appartiennent à la SNCF. Et donc, voilà, au même titre que d'autres distributeurs, dont je ne ferai pas la promotion, mais voilà, on n'était qu'un distributeur entre guillemets, donc c'était plus délicat, mais on avait quand même identifié ce besoin et ça pouvait aller jusqu'à la recommandation de certains
certaines choses auprès de ce public-là. Je trouve très intéressant cette partie aller sur le terrain ou shadowing, etc. On est sur, et moi, quand j'entends dans les études et auprès des utilisateurs que je peux interroger, le mot cohérence sur l'ensemble du parcours, il est hyper important. Et en effet, il faut aller au-delà de l'écran. Et qu'est-ce qui se passe du bout en bout, finalement? Tout à fait. Et puis, au-delà de la gare d'arrivée et la gare de... l'origine et la destination. L'OD. Exactement. On voit que tu as fait beaucoup de tests. C'est aussi de se questionner sur qu'est-ce qui motive le voyage, pourquoi est-ce que j'ai besoin de voyager, avec qui, et puis qu'est-ce qui se passe après ce voyage. Une fois que je suis arrivée à destination, j'ai peut-être rencontré des problèmes et j'ai besoin de faire une réclamation. J'ai besoin de rechercher des informations sur mon voyage après coup. J'ai besoin de faire mes derniers kilomètres. Et donc, tout l'enjeu, en effet, c'était de se questionner sur cette expérience assez globale, alors que SNCF Connect n'opère que sur le digital. Ouais. Et immanquablement, ça me fait penser au persona, ce que tu dis. Au-delà d'une segmentation marketing ou par âge de carte commerciale, il y a évidemment un voyageur pro pendulaire. Il n'a pas les mêmes besoins que partir en famille en vacances sur un voyage de 3 heures. Tout à fait. Donc là aussi, il y a un travail sur les cibles qui a été fait avec un croisement de données. Où est-ce que vous allez chercher les informations pour définir vos cibles? Alors, sur la conception du produit Connect, en effet, on a fait une grosse phase de recherche exploratoire. On partait pas de zéro, donc on avait à disposition beaucoup d'études déjà sur le sujet. Donc on a analysé et synthétisé toute cette connaissance client qu'on avait, aussi bien sur le produit existant que des études plus exploratoires. La difficulté dans l'analyse de cette existence, ça a été aussi de catégoriser par thématique, mais aussi d'avoir une forme d'échelle de gradation de la fiabilité de l'étude en question. Parce qu'on n'avait pas toujours la main sur ces études-là. Ça avait été parfois fait par des cabinets externes dont la méthodologie était parfois un peu discutable. Donc il y avait aussi un tri de fiabilité, au niveau de la fiabilité des insights. Et puis une fois qu'on a eu synthétisé toute cette existant, eh bien, on a complété par des recherches qu'on a fait pendant 3 mois, à la fois sur le terrain, donc beaucoup d'études ethnographiques pour comprendre ce qu'est un voyage et quels sont les comportements d'un voyageur en gare, à bord du train, chez lui, etc. Beaucoup d'ateliers avec les clients. Et une fois qu'on a croisé toutes ces données un petit peu plus comportementales avec des études plus robustes de la data en interne et qu'on est arrivé à un bon niveau de connaissance, il a fallu poser la vision produit, et donc on a décliné ça en premier lieu sous forme de principe d'expérience, et en même temps que ça on a construit les personas. Et en effet on a eu le parti pris d'avoir des personas comportementales avec cette notion de récurrence de voyage, situation familiale, accessibilité avec des personas souffrant d'un handicap qui soit visuel, physique. Et donc, ça a été un point de départ assez structurant. Donc, ça me fait plaisir que tu parles des personas parce que on avait à cœur que toutes les équipes de l'entreprise utilisent ces personas et comprennent bien leur rôle. Et est-ce que... alors, quand on parle de persona, on parle d'équipe. Enfin, il y a un mot qui enchaîne sur les autres aussi. Ça a servi à embarquer tout le monde, d'avoir une vision commune, centralisée. Voilà ce qu'on sait. Il y a des choses qu'on ne savait pas, des choses qu'on savait. On est allé chercher ce qui nous manquait. On a consolidé ça avec une approche qualitative, quantitative, la data, etc. C'était à quel point ça a été important, cette construction de persona, pour que tout le monde parle le même langage. Ça a été en effet très structurant parce que c'était le point de départ, en tout cas pour les aspects expérientiels. Et c'est ce qui a d'ailleurs nourri beaucoup d'équipes par la suite, y compris l'agence créative qui a travaillé sur la charte. Voilà, c'est ce qui a permis d'alimenter les briefs et qu'on soit tous en effet tournés vers le même objectif.
Quand je parle de vision produit, c'est quelque chose qui a été construit collectivement, hein, pas seulement à l'échelle du design, mais évidemment par la belle équipe produit et tech de l'époque. Mais en revanche, là où ça a été un point de départ très structurant, c'est qu'on n'a pas voulu donner... alors, on a présenté les insights très synthétisés de toute cette recherche et les personas, mais c'est pas ce qui est le plus parlant pour des équipes en dehors du design, en fait. Ça, c'est un enseignement intéressant, je trouve, parce qu'on a toujours l'impression que de synthétiser ce qu'on connaît, ça parle. Ça parle à un designer, ça parle peut-être moins à un commercial, un marketeur, un dev. Eux, ce dont ils ont besoin, c'est d'avoir tout ça traduit en objectif. Et ça, finalement, on l'avait avec ce document de principe d'expérience qui montrait ce qu'on attendait du produit. Nous, on savait que ce document-là, on l'avait produit sur la base de la connaissance client, mais d'avoir des données un peu brutes, ou très qualitative, ou très tournée vers l'utilisateur, c'était peut-être moins parlant pour d'autres équipes. Mais en effet, pour embarquer les équipes, il faut parler leur langage, et il faut se dire qu'elles ont besoin de quoi. Parce que collecter de l'info et que la partie research fasse son travail, c'est une chose, mais il faut que ça soit exploité après. Tout à Donc fait. il y a vraiment besoin un travail sur la communication des insights, sur les résultats. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. On ne s'adresse pas de la même façon à différentes personnes de l'entreprise. On s'adapte à leurs attentes, à leur langage. Mais j'ai envie de te dire, même au sein d'une équipe design, on l'avait constaté sur les premières tentatives du repository, on a affaire à des humains et donc chacun fonctionne d'une façon différente. Et tu avais certains designers qui avaient besoin d'avoir accès à de la donnée très brute, donc on leur donnait en accès libre les vidéos, les restitutions, et puis d'autres qui avaient besoin d'avoir l'élément qu'ils recherchaient par l'UX Researcher et donc qui posaient leurs questions très directement et qui ça les intéressait pas forcément d'avoir accès à de la matière brute. Donc, et parfois 2 ou 3 extraits audio, vidéo, ça pouvait leur suffire. Que le user soit incarné et qu'il verbalise les choses finalement. Ouais, tout à fait. Okay. Mais c'est vrai que grosso modo, à chaque fois qu'on a fait une restitution, même à la fin sur les immersions en train où on a appris plein de choses, on a essayé de partager ça à un maximum de personnes au sein de l'entreprise, d'avoir quelque chose d'un peu ludique avec de la vidéo, avec vraiment, on filme les gens en train d'utiliser notre service, ça intéresse tout le monde. Okay, ouais. Et d'ailleurs, on avait l'habitude d'inviter pas mal de monde à assister à nos tests côté observateur. Ça fonctionne bien aussi pour impliquer tout le monde. Tout à fait, ouais. Cette partie restitution, souvent j'entends des researchers qui peuvent être un peu frustrés qu'on n'exploite pas l'ensemble de ce qu'ils ont pu trouver comme information. Et encore une fois, savoir exactement en face ce dont ils ont besoin. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai que je comprends tellement l'UX Researcher qui a envie de faire une restitution ultra complète parce que on le sait tous les deux, c'est tellement riche une étude. On en apprend beaucoup plus que ce qu'on espérait. Ça dépasse le brief. On en apprend sur des sujets qu'on n'avait même pas en tête et on a envie de les partager. Mais en effet, l'interlocuteur attend une chose et ça n'a peut-être aucun impact sur ce qu'il attend. Ou sa roadmap. Sur sa roadmap, ouais. D'accord. En revanche, ça peut alimenter les roadmaps pour l'année à venir. Tout à fait, ouais. D'accord. Tu parlais de fiabilité, en effet. Ça, je trouve que c'est quand on en arrive à avoir cette attention sur la fiabilité des données qu'on récolte ou qui ont été récoltées, pour moi, ça donne une idée de la maturité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'elle ne prend pas pour argent comptant, etc., et qu'elle met un indicateur, je ne sais pas comment vous avez fait vous, mais en tout cas, ça, on sait que c'est sûr, ça, on a des doutes. Là, on ne sait vraiment pas. Et faire le lien entre ça et ça, c'est compliqué. Donc, il y a vraiment cette attention qui a été faite pour que, finalement, ceux qui vont utiliser les données synthétisées, ils aient confiance aussi dans ce que vous leur fournissez. Cette notion de confiance, elle est importante, j'imagine, pour la collaboration. Ouais. Qui est très liée, en effet, à la maturité de l'entreprise. Quand tu arrives dans une entreprise dans laquelle il y a déjà une équipe UX Research, qui n'a pas besoin de convaincre de l'intérêt de faire des études, qui avait d'ailleurs un beau panel de compétences en termes de design. Il y avait de l'UX Writing, il y avait du CRO, des UI, des Product Designers, du Design Ops. Donc ça donne une indication, je trouve, sur la maturité de l'équipe et donc la capacité à mener des études sérieuses.
puisque ce sont de vrais UXR et qui font ça depuis plusieurs années. On le sait, l'UX Research, c'est presque une science exacte. Il y a un protocole, il y a des hypothèses, une méthodologie. Quand ça, c'est pas suivi à la lettre, on peut se questionner sur la qualité des insights qu'on en ressort. Ouais. Déjà que le user, il peut partir dans tous les sens, si je puis dire, et que c'est un humain, donc son comportement il peut être improbable, plein de fantasmes ou se limitant tout seul. Oui. Il faut moins que ça soit bien cadré la manière d'aller chercher l'info, quoi. Exactement. Et donc le protocole, pour moi, c'est un indicateur de la qualité de l'étude, au même titre que la qualité du recrutement quand tu as affaire à un panéliste pour recruter des participants. Mais surtout, l'analyse que tu en fais. Combien de fois on a invité des stakeholders à assister à nos tests et ils retirent une verbatim d'une chose qui a été dit, mais qui n'est pas du tout représentative de toute ton étude. Et ça, c'est... Voilà, on est UX researcher et on est aussi, on a cette capacité à analyser correctement les éléments et ça en fait partie. Qui assiste à un test et qui vous dit bah oui, ce qu'il dit là, je l'avais dit, c'était ça. Voilà. C'est tout. Sauf qu'il y a eu 8 entretiens avant qui disaient l'inverse, ou vous trouvez autre chose. Et donc, c'est ça. Je vois bien, Il y a combien de researchers du temps où tu étais ? Alors, on était 4. Elles étaient 4, c'était des filles. On s'est accompagné plus ponctuellement de spécialistes quand il y a eu besoin. Typiquement pour l'ethnographie, on a pris une anthropologue qui a couvert le terrain avec des UX researchers. Mais voilà, relativement petite équipe par rapport à la taille de l'entreprise et surtout par rapport au nombre d'études qui ont été réalisées. Mais c'est quand même rare d'avoir autant de researchers au sein d'une entreprise aussi. Tout à fait, ouais. Si on en vient au résultat ou à l'impact, est-ce qu'il y a des KPI qui étaient plus faciles à suivre ? Est-ce que les autres services étaient demandeurs spécifiquement de telle ou telle chose à surveiller, ou ils avaient besoin que ça évolue positivement ? Et où est-ce que ça partait dans tous les sens, ou est-ce que vous êtes vraiment recentré sur des 2, 3, 4 KPI majeurs pour l'entreprise ou qui étaient centrales pour les directions ? Alors, le suivi des KPI au sein d'une entreprise comme SNCF Connect, qui génère des millions, en effet, c'est suivi au quotidien par de nombreuses équipes avec des comités de pilotage. On avait au sein de la direction de l'expérience une équipe dont c'était le travail aussi, de piloter tout ça et de suivre les KPI. Donc on avait quand même accès à un certain nombre de données. C'était intéressant, c'était analysé et c'était globalement sur le produit. Donc on a pu suivre un petit peu l'évolution du produit. Typiquement, 3 mois après, on gagnait 6 points de conversion entre Oui SNCF et SNCF Connect, ce qui était énorme quand même. En temps de parcours aussi, on avait des résultats qui étaient assez intéressants, puisque le parcours d'achat d'un billet, sur un parcours nominal, on gagnait plus de 8 secondes. C'était des chiffres intéressants. Après, en pourcentage du temps global, c'est un peu plus compliqué je ne sais pas si tu l'as en tête. Est-ce que 8 secondes sur un achat moyen, enfin type peut-être d'un billet de train sur une destination ? Alors, j'ai pas le temps global, mais en effet, c'est intéressant parce que 8 secondes, ça peut être énorme sur quelques minutes. Si on parle de 20 minutes, en effet, c'est moins significatif. D'accord. Mais en tout cas, l'avant-après, par rapport au temps gagné précédemment, 8 secondes, c'était beaucoup plus qu'avant. Oui, c'était significatif, d'autant plus qu'on avait pas mal de problématiques sur ce champ de recherche unique qui a été beaucoup critiqué. Donc ça montrait aussi qu'on ne perdait pas plus de temps sur ce parcours, sur ce nouveau parcours. Mais en effet, on avait des résultats, on notait une bonne performance du produit 3 mois après la sortie. Mais c'est très compliqué, je pense que ça l'est toujours aujourd'hui, d'attribuer ces bons résultats à ce qui avait été fait côté research. En réalité, Et est-ce qu'il y a eu est-ce que vous avez repéré un lien ? On parlait de la direction de son client, qui j'imagine, elle, doit faire des enquêtes de satisfaction régulièrement, annuelles, ou peut-être post-achat, ou je ne sais quoi. Est-ce qu'il y a eu par ricochet des choses sous ces indicateurs-là qui ont été davantage positifs par rapport à avant ? Est-ce que le lien a réussi à être fait ou pas ? C'est compliqué de répondre à cette question parce que moi, je suis partie de l'entreprise quelques mois après le lancement.
Du coup, c'était un contexte qui était un peu particulier. On avait changé de produit, on lançait quelque chose, donc forcément, un service client sursollicité les premiers temps, évidemment, plein de problèmes liés. On s'en souvient, ouais. Donc, c'était pas un. Ce serait intéressant de savoir aujourd'hui quelles sont les conséquences et si on observe en effet une réduction significative du contact du service client, parce que la nouvelle interface a résolu un certain nombre de problèmes. Je serais heureuse de l'apprendre. D'accord. Et d'ailleurs, donc on est bien sur des indicateurs d'expérience client qui, eux, sont plus faciles à suivre parce qu'on est sur un produit, on voit bien quel est le comportement des acheteurs sur une interface, etc. Donc ça, c'est ce genre de choses, ou des taux de rebond peut-être aussi, j'imagine. Ou l'utilisation du chatbot qui est peut-être moins utilisé parce que ou davantage parce que c'est la nouveauté, mais après il faut voir comment la courbe évolue, quoi. Ouais, ce serait difficile de répondre parce que j'ai pas eu assez de recul au sein de l'entreprise. Malgré tout, j'ai quand même l'impression aujourd'hui que le produit performe plutôt bien. Mais c'est là où c'est compliqué, c'est de savoir d'un point de vue expérientiel pur quel a été l'impact de l'équipe design sur le parcours qu'on connaît aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression que la vraie difficulté, c'est de réussir, j'invente rien, mais à collaborer avec d'autres équipes qui justement va enquêter aussi sur ses clients et comment est-ce qu'on unit nos connaissances pour créer quelque chose et être performant. Est-ce que ce type de chantier ou de projet, en tout cas, à minima, ça oblige à désiloter un peu? Ça oblige à travailler ensemble, ça oblige à apprendre des choses l'un de l'autre. Est-ce que c'est même arrivé que tu apprennes que tel indicateur était suivi ou qu'il y avait telle étude qui a été faite par tel service régulièrement et que ça n'avait pas été porté à ta connaissance, ou quand même pas, tu avais quand même une vision assez bonne de ce qui se passait déjà? Oui, on avait une bonne vision parce qu'il y avait beaucoup de partage assez large en interne. Ne serait-ce que les études de perception de marque qui étaient partagées ouvertement, ou en tout cas on faisait en sorte qu'ils viennent nous les présenter au design. Donc on avait plutôt une bonne connaissance. Par contre, je dirais a posteriori, une fois que tu analyses les chiffres, et que tu te dis, bon bah voilà, on a un taux de conversion qui est... On gagne 6 points de taux de conversion. En fait, c'est le travail collectif de toutes les équipes. C'est aussi la tech qui a fait en sorte que le parcours soit fluide et c'est aussi la BU commerciale qui a poussé les bonnes offres au bon moment. Donc je crois que c'est ça aussi. C'est en voyant les chiffres qu'on se dit mais en fait on gagne tous à travailler ensemble et à désiloter. Et chaque équipe va apporter quelque chose à une autre. Plus l'indicateur est général et plus le succès est collectif, quoi. Ça semble assez, de ce que je peux entendre, c'est souvent le cas. Et le désilotage, il est effectif, et ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs, ce que tu me disais sur le fait qu'il y avait des réunions mensuelles déjà qui permettaient à ce que chacun se parle. Et alors par contre, est-ce que le repository, c'était que le design qui est élémenté, ou est-ce que les études qu'on vous présentez par ailleurs, vous réintégriez dedans aussi les insights que vous appreniez d'autres services? On essayait d'intégrer tout type de connaissances. Y compris des études qui n'étaient pas faites pour SNCF Connect, mais dans le secteur de la mobilité, parce que en soi, c'est des éléments intéressants en termes de comportement client. Donc on essayait vraiment d'être exhaustif dans ce qu'on alimentait du repository. En revanche, si je suis totalement honnête, ça n'était utilisé que par le design. D'accord, ok. Oui, c'est parce que c'était au sein du design qu'il y avait les researchers et qui était à la manœuvre justement de cette vue transversale, quoi. Qui était à l'initiative de ça. Je crois que ça a beaucoup changé. Je crois qu'ils ont créé un outil. Nous, c'était assez expérimental. On commençait à le mettre en place. Et à l'époque, tu peux dire quel outil c'était à l'époque? Alors, c'était très artisanal puisqu'on a créé ça sur Airtable. D'accord, ok. Mais voilà, ça fonctionnait bien pour l'usage qu'on en avait. D'autres l'utilisent encore aujourd'hui, j'ai déjà entendu d'autres entreprises. Okay. Donc, j'ai cru savoir récemment qu'ils avaient un outil assez performant maintenant, avec probablement de l'IA intégrée qui leur permettent d'alimenter la chose plus efficacement. Dernière question, si on regarde un peu plus devant, avec toutes les expériences que tu as pu avoir, toutes les situations,
Est-ce qu'il y a un challenge selon toi qui reste encore à surmonter, hein, quelque chose que tu n'as pas ou que les équipes n'ont pas réussi à faire parce que structurellement c'était difficile ou qu'il n'y avait pas encore les bons outils ou je ne sais quoi. Et s'il y a quelque chose encore devant qui serait à surmonter, à craquer, ça serait quoi en fait? J'ai l'impression que c'est très lié à l'organisation des structures. Pour en avoir fait l'expérience assez récemment pour un grand acteur français, les services ne se parlent pas, ne partagent pas leurs connaissances clients. On n'est pas tous à la même échelle et avancés de la même façon, pas tous la même maturité. Et ce qui est quand même dingue quand on voit ça de l'extérieur, c'est qu'on a tous les mêmes objectifs. On travaille sur un produit, on veut de la satisfaction client ou utilisateur si on est dans le B2B. Et on n'arrive pas à mutualiser nos connaissances pour créer quelque chose tous ensemble. Et tu l'as dit assez naturellement tout à l'heure, hein, le désilotage. Moi, c'est quelque chose que j'ai pas réussi à craquer, quel que soit, y compris aujourd'hui où je suis plus dans une posture de conseil où je vois différents types d'organisations dans plein d'industries et secteurs d'activité différents. On n'arrive pas parce qu'on n'a pas tous les mêmes enjeux, malheureusement. J'ai un exemple assez flagrant. On imagine un produit pour un grand acteur français. On s'aperçoit que l'outil... Dans quel secteur Bon, c'est la Poste. Que le secteur. Très bien. On voit un vrai besoin pour les pros, pour les clients pros de la Poste. On fait un certain nombre d'études qui nous montrent qu'on répond à une problématique, qu'on a un bel outil et des belles perspectives pour créer ce nouveau produit. On se rend compte en même temps qu'on mène les études que l'image de marque de la Poste, elle n'est pas au rendez-vous et que ça peut être un frein dans l'expérience des clients. On soulève la question et on imagine qu'on pourrait créer un produit en marque blanche, même s'il est distribué par la Poste. Et là, on se rend compte de la complexité de l'entreprise et du nombre de directions que ça implique, que ce soit la marque, l'expérience client, la tech. Et ça devient hyper compliqué de monter un projet comme ça, alors que finalement, on a des super belles perspectives et une super opportunité, mais on n'arrive pas encore une fois, à parler le même langage et à avoir les mêmes enjeux. J'ai l'impression aussi que parfois en haut de la pyramide, il y a du mal à faire se coordonner ou à changer les objectifs de chacune des entités, qui fait que si je suis plus entre guillemets drivé par telle ou telle chose, je peux peut-être occuper un bout de cerveau sur autre chose et sur le copain à côté qui lui a peut-être besoin aussi d'aide là-dessus. Et puis si finalement mes objectifs à moi, j'atteins pas 110% mais 102%, et peut-être que c'est pas grave finalement. Et ça me demande aussi à monitorer les impacts du projet commun sur mon service. Oui, tout à fait. Parce qu'il y en aura sûrement, et comme tu disais dès le début, moi j'ai constaté ça à chaque fois, il y a un brief, on fait une étude, les enseignements débordent toujours de ce qui est demandé tellement l'expérience elle est globale et donc chaque service va apprendre des choses, quoi. Ouais. Et puis je pense que même si on partage tous le même objectif, le chemin pour y arriver n'est pas forcément le même. Et on l'a vu aussi chez Connect, quand tu travailles au sein de l'expérience et que tu as envie de délivrer la meilleure expérience possible pour tes clients, et donc ça passe par la transparence, par l'éthique, et c'est des enjeux qui ne sont pas forcément partagés par l'équipe commerciale qui, elle, n'est pas contre un petit dark pattern parce que ça fait plus vendre. Et donc c'est là où ça devient un peu compliqué, politique, et c'est des discussions, des arbitrages, et je crois que le vrai enjeu est là. Ouais, j'ai vu aussi plein de fois ce dosage entre qu'est-ce qu'on va promettre et puis derrière qu'est-ce qu'on peut tenir en fait. Et si on est trop franc, est-ce qu'on va vendre mais derrière finalement on peut gagner des points sur la partie sales, mais le support client il va être débordé parce que entre le persona buyer à qui j'ai vendu et que je lui ai fait des promesses et le user derrière aussi, chez les pros en B2B là je parle, il peut y avoir des différences. Ouais, tout à fait. Oui, en effet, mais alors du coup, là, ça concerne surtout des grosses entreprises. Oui. J'imagine, ouais. Okay. Oui. Des ETI éventuellement. Parce que ETI, c'est assez large. Hein, ouais. Après, je pense que pour les plus petites entreprises, l'enjeu, malheureusement, c'est encore de devoir convaincre de l'intérêt de nos méthodes de travail, d'être user-centric. On en voit de plus en plus, mais
c'est toujours difficile, hein. On a toujours les mêmes questions. Est-on vraiment pertinent quand on arrive avec une restitution de 10 participants? Oui, en effet. Ouais. Alors, si on fait un bon sondage auprès de 1000 users, là, ça va peut-être avec Ouais. des mesures. Ouais. Petite question anecdotique peut-être, mais là j'y repense sur le repository et les insights. Est-ce que justement ces enseignements qui débordent du brief initial, est-ce que vous mettiez de côté aussi, mais quand même tagué quelque part, ce truc-là c'est un signal faible ou c'est pas ce qui Ouais. était demandé, par contre on l'enregistre Ouais. et puis on verra si on le réentend plus tard Ouais. pour que d'un coup cette mesure elle monte et que ça serve la direction concernée même si elle n'était pas demandeuse au départ. Ouais, tout à fait. Excellente remarque, et en effet des signaux faibles qui étaient. On essayait vraiment de tout référencer. On avait par ailleurs un travail sur la partie vision avec les équipes innovation et toute la partie service design et prospective design, où justement on allait se questionner sur l'avenir de la mobilité. Donc là, c'était pas des études à part entière, mais c'était aller sonder des experts dans différents domaines pour comprendre un petit peu quel sera le monde de demain. Et ça nous donnait un certain nombre de signaux faibles qu'on essayait d'intégrer aussi au repository. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ira vers ça et ça ne veut pas dire que c'est un enseignement très fiable. Mais par contre, en effet, c'est tout à fait la démarche. On l'a entendu, on le parque quelque part. Et si on l'entend à nouveau, peut-être que ça aura du sens et plus de poids. D'accord. Ok. Aurais-je oublié une question, un dernier mot, un élément, un vœu pieux peut-être? Non, c'est un sujet passionnant, on pourrait en parler des heures. On s'en lasse pas, hein, en tout cas, quand on est dedans, s'en quand on a lasse pas. commencé à goûter aux users et à la Ouais. manière de résoudre les problèmes, Oui. c'est dur de Ouais. détourner le regard après. Ouais. En tout cas, je suis contente de voir qu'il reste des challenges immenses à accomplir, parce que si on avait tout réussi, ça serait un peu triste. Ouais, malgré les bonnes volontés, malgré les outils, malgré l'IA, il y a encore plein de trucs à résoudre. Ouais. Donc, mais l'IA va nous apporter beaucoup, j'en suis sûre. Tu ne le vois pas comme une menace, l'IA, pour nos métiers? Non, je le vois comme un fabuleux outil qui nous aide au quotidien pour plein de choses. Hein. Tester un protocole, faire un test blanc, identifier des questions pertinentes, des sujets d'études. Non, je ne le vois pas comme une menace. L'intelligence humaine, on en aura toujours besoin. Aller observer sur le terrain, du comportemental. Ouais. Puis si ça nous fait gagner du temps, je pense que ceux qui détiennent les budgets en seront ravis. Exactement. Merci en tout cas d'avoir pris du temps aujourd'hui pour partager ton expérience sur l'user, le design, la connaissance client et l'impact sur le business. Avec grand plaisir, et merci pour l'invitation.